Bonjour à tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où on s'intéressera à l'autofocus du A7 III. Donc je vais essayer de décrypter plus en détail que l'autre vidéo, mais avec moins d'erreurs puisque la première vidéo c'était une découverte de l'appareil photo. Donc maintenant j'en sais beaucoup plus sur l'autofocus du A7 III et donc je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Alors comme cette vidéo arrive vraiment je pense en fin de génération de ce A7 III, je vais parler un peu des avantages et des inconvénients qu'il va avoir par rapport aux autres, et donc si vous l'achetez d'occasion, savoir si par exemple vous passez de chez Nikon ou Canon, on ne sait jamais en mirrorless, les avantages et les inconvénients qu'on va avoir avec ce Sony. Donc du côté de chez Canon, c'est plutôt efficace, mais ça reste quand même beaucoup plus lent que ce A7 III. La sensibilité, j'ai pas vraiment vérifié, mais l'A7 III est pas du côté des appareils photo les plus sensibles en basse lumière. Il faut savoir que le Z6 fait bien mieux de ce côté-là, et donc si vous êtes en basse lumière, l'autofocus du Z6 réagira mieux, même s'il a beaucoup moins d'options. Donc ce qui va surtout être bien sur ce A7 III, peut-être pas autant que sur les nouvelles générations de chez Sony, c'est toutes les options que vous aurez de mise au point, et je vais un peu en parler au fur et à mesure de la vidéo, ce qu'il a d'intéressant et un peu moins intéressant peut-être par rapport à l'actuelle génération, parce qu'il y a des options qui sont un peu absentes, notamment parce qu'ils n'ont pas voulu les mettre dans le firmware, ce qui est un peu dommage. Et donc voilà, on va rentrer dans l'autofocus du A7 III. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai voulu parler de l'autofocus en premier, mais c'est pas ce qui arrive en premier dans le menu. Alors quand on va rentrer ici, vous voyez qu'on est dans le menu de prise de vue 1, sauf qu'on est à 5/14. Alors les gens ont souvent décrit les Sony comme étant des appareils photo un peu compliqués. Moi je trouve pas spécialement, mais c'est vrai que les positions dans les menus sont un peu étranges, ce qui risque d'être bien amélioré dans la prochaine génération, puisque déjà le A7S III fait beaucoup d'efforts là-dessus, et on n'a bien évidemment pas le tactile dessus. Et donc le menu AF1, donc on aura AF1, AF2, AF3 et AF4, et après on aura des possibilités de personnaliser l'autofocus via les boutons, donc avec des options qui ne sont pas indiquées dans le menu, ce qui est un peu dommage, mais que vous pouvez mettre après. Et donc on va commencer tout de suite. Donc là vous allez voir, la plupart des modes qui sont ici sont des modes que vous pouvez accéder normalement de l'extérieur de l'appareil photo, ou en le personnalisant sur un bouton. Par exemple, moi j'ai mis mon C2 pour faire exactement ça. Non, mon C1 pardon, hop, voilà. Et donc on a tous nos modes de mise au point. Donc le mode que beaucoup de gens connaissent est l'AFS. Moi je trouve qu'avec des appareils photo aussi efficaces que les mirrorless, et même j'ai jamais, quand j'ai eu mon D750 par exemple, j'ai jamais utilisé l'AFS, et pour moi c'est parce qu'il est beaucoup moins efficace. À savoir si l'appareil photo le gère plus ou moins bien en fonction des appareils photo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent switché, que je suis arrivé à la 7 III, parce que si vous me suivez, j'ai eu le Fujifilm X-T4 avant, que je trouvais beaucoup moins intéressant de ce côté-là. Mais pour moi, la FS, c'est le mode basique, mais c'est le mode où on ne peut pas faire grand-chose avec. Et donc c'est pour ça que je vous conseille, moyennant d'avoir un appareil photo efficace, d'utiliser le mode AFC. Et donc qu'est-ce que va avoir de différent l'AFS et l'AFC? C'est bien évidemment, l'AFS c'est un mode AF ponctuel. Donc lorsque vous faites l'autofocus, un bip ou pas, suivant la configuration de votre appareil photo, il va bloquer la mise au point, et vous pouvez prendre la prise de vue. Ce qui était intéressant par exemple du temps des réflexes, c'est que ça vous permettait de recadrer puisqu'il y avait beaucoup moins de collimateurs. Mais maintenant, comme on peut basiquement aller pratiquement où on veut sur le capteur, il n'y a pas besoin spécialement d'avoir cet AFS, et à moindre mesure d'avoir l'iPhone. Moi je préfère toujours dégager l'iPhone du déclencheur, parce que je préfère ça, je m'y suis habitué, mais c'est pas obligatoire. Et donc pour moi, au final, ce petit mode AFS ne sert pas vraiment à grand chose de ce côté-là, parce que notamment ce que fait l'AFC, vous allez me dire, oui, mais ça sert que pour le sport. Non, parce que naturellement, vous allez d'avant en arrière, il y a un peu de vent, le sujet peut bouger légèrement, et l'autofocus va combler le manque, puisqu'il va faire l'autofocus jusqu'à la prise de vue, alors que l'AFS fait la mise au point jusqu'à ce que votre déclencheur soit à mi-course. Donc ça laisse tout un temps où l'autofocus ne marche pas, et vous pouvez un peu rater votre mise au point, ou du moins qu'elle soit pas optimale.
Et c'est pour ça que je préfère l'AFC et que je préfère les appareils photo qui sont très efficaces à faire l'AFC. Et même du point de vue ce qu'est, comment dire ça, un réflexe, on peut utiliser l'AFC de la même façon qu'un AFS, donc je trouve ça beaucoup plus simple d'utiliser l'AFC. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? Si vous dégagez l'iPhone du déclencheur, ça veut dire que le déclencheur ne fait pas du tout la mise au point. Ce qui veut dire que lorsque vous en êtes en AFC, vous faites la mise au point à un endroit, et si vous voulez rapidement recadrer, vous avez juste à lâcher le bouton d'autofocus, et ça va faire comme un AF-Lock, et voilà, c'est exactement comme un AFS. Donc pour moi, ça diminue drastiquement l'utilité d'avoir ce mode AFS. Donc voilà la différence entre les deux, mais comme vous le voyez, il y a un mode qui est entre les deux, c'est le mode AFA. Et le mode AFA, ce qu'il va avoir de particulier, c'est que c'est un peu le mode AI Focus, où je sais plus, chez Nikon, il avait rajouté à un moment donné, ils l'ont enlevé, parce qu'au final, c'est pas des modes qui sont très efficaces, parce que c'est l'intelligence de l'appareil photo qui va déterminer si vous êtes en AFS ou en AFC. Et de mon expérience, et de l'expérience de beaucoup de gens, c'est que ça fait ce que vous voulez pas, quand vous le voulez pas. Par exemple, ça va être en AFS quand vous voulez être en AFC, et inversement, donc je préfère mieux contrôler moi-même si je suis en AFC ou en AFS. Donc, si vous avez compris, je suis toujours en AFC, et je vais programmer mon mode manuel, par exemple, si je suis en basse lumière, puisque le A7 III n'est pas vraiment très brillant en basse lumière, il faut l'avouer, et donc mon mode manuel est programmé sur le bouton de mode objectif quand il y en a un. Voilà. Donc on va revenir dans les menus. Et maintenant on va passer au réglage de priorité, déclenchement, DS ça veut dire ça, alors c'est ça qui va être assez étrange chez Sony, beaucoup de gens vont dire les menus sont compliqués. C'est plus que vous avez aléatoirement des trucs qui apparaissent dedans et qui sont pas forcément logiques d'un appareil photo à l'autre, et des raccourcis, enfin des abréviations qui sont pas forcément très simples à comprendre, mais c'est exactement pareil chez Fuji, voire même pire. Et donc ça demande de connaître plusieurs appareils photo pour comprendre comment ça marche. L'avantage par exemple qu'aurait un Nikon par rapport à ça, c'est que vous avez un bouton qui vous sert dans le menu à expliquer ce que fait le menu. En fait, être un peu plus précis avec un petit pavé de texte pour vous dire ce que ça fait. Donc quand on rentre dedans, on va avoir AF déclenchement et mise en évidence équivalente. Voilà, donc, si vous avez eu d'autres appareils photo, vous allez voir que vous allez comprendre cela. Donc, autofocus, c'est vous pouvez pas prendre la photo avant que l'appareil photo ait fait la mise au point et qu'il soit d'accord avec vous pour que vous déclenchiez. Et sinon, déclenchement, c'est vous faites l'autofocus et si ça va trop vite, vous pouvez prendre directement sans donner la priorité à l'autofocus. Voilà, tout simplement. Et équivalente, ça va être comme par exemple pour l'AFA. C'est l'appareil photo qui choisit quand l'un ou l'autre est plus utile pour la situation. Je vais faire exactement comme sur l'autre. Je vais vous dire que, pour moi, laisser l'appareil photo faire, c'est un peu, c'est jamais garanti d'avoir le bon résultat. Donc moi, je laisse ça. Donc comme j'utilise jamais l'AFS, je le laisse sur AF, mais typiquement je le mettrai sur déclenchement et donc sur l'AFC. C'est réglé comme ça de base, où je crois que les deux sont mis en évidence équivalente, mais je remets sur déclenchement et autofocus en AFS, puisque typiquement l'AFS fait un blocage de mise au point, donc c'est toujours mieux d'avoir la mise au point faite avant de pouvoir déclencher, alors que sur l'AFC, comme il va tout le temps changer de mise au point et que vous utiliserez ça notamment pour le sport, c'est bien de pouvoir faire en sorte que si la mise au point est légèrement décalée, puis en une espèce de transition, ou lorsque vous faites un travelling, vous suivez au téléobjectif, un téléobjectif, par exemple un avion ou un oiseau, il se peut que la mise au point change légèrement et qu'il ne soit pas exactement au point de focus, mais la photo est bonne quand même. Et si vous mettez AF, vous ne pourrez pas prendre la photo, et encore moins avoir de rafale, puisqu'il va vous autoriser de prendre chaque photo quand l'autofocus sera bon, ce qui élimine l'efficacité de la rafale, puisqu'il y a toujours un moment où c'est légèrement moins bien mis au point, où il y a une transition entre les zones de mise au point. Donc voilà. Après, on passe à zone de mise au point, donc moi, ce que j'ai mis sur ces deux. Et donc là, c'est là où vraiment on va avoir vraiment plein d'options sur le Sony A7 III, donc à commencer par large, donc en fait il va faire
tout le capteur bien évidemment. Donc quand vous allez mettre la mise au point, il va essayer de chercher ce qui est bien évidemment le plus proche de lui. C'est comme ça que font les appareils photo, c'est plus pour pouvoir prendre rapidement quelque chose en photo, mais ça vous donnera beaucoup moins de choix, bien évidemment, puisque ça va prendre ce qui est le plus proche. Donc c'est le mode de base pour tous les gens qui veulent pas se prendre la tête à choisir un collimateur, mais je trouve que du coup c'est le mode le moins efficace. Après on va voir le mode de zone, donc comme vous le voyez, c'est un peu plus petit, et l'avantage, pardon, c'est que vous allez pouvoir choisir une zone plus restreinte, donc vous avez un choix un peu plus grand de ce que vous pouvez faire avec, sans qu'il soit vraiment énorme, mais c'est quand même une évolution par rapport à ce que vous pouvez faire avec l'autre. Et comme vous le voyez, lorsque je vais appuyer sur le centre du joystick, ça va recentrer l'autofocus, enfin le collimateur autofocus, et vous pouvez le remapper pour faire ce que vous voulez, comme la plupart des boutons. Hop. Donc on revient dans C2, hop, voilà, mise au point centre, donc ce qui veut dire que, hop, vous voyez, je peux pas bouger, ça reste au centre, voilà, tout simplement. Et donc vous choisissez quand même ce que vous voulez, donc ce sera plutôt pour moi efficace en AFS, mais je vois pas trop l'intérêt de ce mode là, puisque au final vous avez aucun choix, c'est au centre, et ce sera toujours au centre. Un des modes les plus intéressants, ça va être celui-là et les deux qui vont suivre. Donc on a spot flexible, donc là lorsqu'on met ça, j'ai un petit carré et je vais pouvoir aller chercher partout, et donc lorsque je fais la mise au point, ça va bien évidemment faire la mise au point où je veux. Je peux changer la taille bien évidemment, et aller jusqu'à elle, où ce sera plus gros, et bien évidemment ça vous permettra de choisir une zone un peu plus large. Mais par exemple, si vous voulez vous dire je veux que ce soit comme le L, mais avoir un autofocus un peu plus précis et avec juste des collimateurs pour m'aider en plus, et ben vous prenez le spot flexible élargi, à savoir que ça va avoir un peu la taille du médium, peut-être pas du large. Et lorsque vous faites l'autofocus, il va, suivant ce que vous lui avez demandé, faire la prédominance au centre ou choisir à peu près tout ce qui va passer. Et en fait, les petits collimateurs sur le côté vont servir à aider le collimateur central à faire bien la mise au point. Par exemple, si vous visez un avion, ou, encore une fois, ou un oiseau, ou un sujet, si les rentrées suivant, bien évidemment, ce que vous avez choisi, s'il rentre dans le champ, au centre, vous le suivez, mais qui va dépasser légèrement sur le côté, il va rester accroché sur les collimateurs du bord. Et donc, normalement, c'est un mode où les collimateurs extérieurs sont plus ou moins asservis au collimateur central, et il l'aide à faire son choix. Donc c'est un mode qui est plutôt intéressant avec ça. Et après on aura le dernier mode qui va être le mode de verrouillage AF. Et donc comme vous pouvez le voir, hop, vous allez avoir toutes les options réunies dans cette chose là. Je vais mettre souvent flexible, en spot flexible élargi, mais une fois que vous faites la mise au point, ça n'a plus grand intérêt. Et voilà. Et donc normalement, vous voyez, c'est que du vert, donc il y a un peu du mal à le faire, et c'est pas le meilleur Sony pour faire ça. Maintenant, il y a le real-time tracking qui est bien meilleur que ça, donc c'est pas forcément le mode qu'il faudra utiliser. Si c'est bien contrasté, ça marche bien, mais ça ne marche pas forcément mieux que Nikon ou même je pense Canon de ce côté-là. C'est que si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'efficace, il faudra plus aller sur de la 7R4, de la 9.2 ou même de la 7S3 maintenant. Mais voilà, vous voyez, vous prenez normalement un endroit et suivant le pattern qu'il va choisir ou ce qu'il va avoir en mémoire, il est censé s'en rappeler, mais c'est plus ou moins pas très efficace. Là, ça marche à peu près. Vous voyez, là, il a dérivé et c'est pas du tout là que je voulais faire la mise au point. Et donc vous avez bien évidemment toutes ces options là, donc c'est ça qui va être intéressant avec le A7 III, c'est que vous pouvez vraiment faire, il y a beaucoup de choix et vos goûts seront très souvent, comment dire ça, exaucés, voilà. Si je peux dire ça comme ça, hop, donc je vais remettre en spot flexible élargi, le mode que j'utilise le plus souvent. Donc réglage de mise au point, donc ça, c'est tout simplement ce que vous avez lorsque vous êtes avec votre joystick
mais c'est possible de l'enlever du joystick, donc vous pouvez le régler dans le menu. Si vous n'aimez pas faire ça souvent, vous pouvez peut-être choisir de faire autre chose avec le joystick, je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est simple, ça sert juste à ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça s'appelle comme communication zone AF verticale horizontale, c'est ça V et H. J'aurais pas vraiment appelé ça, j'aurais plutôt appelé ça conservation. Si vous mettez désactivé, que vous ayez l'appareil photo en horizontal ou en vertical, ça ne change rien, je vais pas l'enlever sur du pied, j'avais déjà fait la vidéo sur le XT4. Donc si vous choisissez .f uniquement, si vous orientez votre appareil photo, que vous changez le collimateur autofocus de place, vous le remettez en horizontal, il va reprendre la position qu'il avait lorsque vous étiez en horizontal, et là, ça garde à la fois le point AF, donc la position sur le capteur bien évidemment, mais aussi le mode que vous aviez en zone AF. Par exemple, si vous êtes en spot flexible en horizontal, mais en vertical vous étiez mis en verrouillage on va dire large, et ben quand il va se mettre en vertical, il va changer de mode de zone autofocus. Moi, je ne le mets pas parce que mon cerveau ne fait pas, ne va pas se souvenir de ce que j'ai fait, donc je préfère mieux être exactement pareil, et du coup, logiquement, je bouge mon collimateur d'un côté à l'autre, et ça me va comme ça, mais l'option est là. Donc si vous savez que vous allez faire des cadrages horizontaux et verticaux, mais que vous avez besoin d'avoir une zone précise, c'est très utile pour ça. Donc on arrive dans l'onglet F2, donc le 6/14. Alors on a l'illuminateur AF, et il y a beaucoup de gens qui vont dire ça ne marche pas. Alors ça marche suivant certaines conditions, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne vous explique pas comment ça marche, et c'est pour ça que toujours dire qu'il faut jeter les manuels, ça ne marche pas. Si vous êtes nouveau sur un appareil photo, lisez le manuel. Si vous connaissez un appareil photo, vous savez ce que ça veut dire, et oui, vous pouvez jeter le manuel, mais c'est quand même bien des fois sur certains appareils photo, spécifiquement de garder le manuel. Par exemple sur les Fuji, tout est expliqué parce que les menus sont très mal décrits, donc c'est bien d'avoir encore le manuel. Et donc quand je dis oui, l'illuminateur AF marche selon certaines circonstances, ce qu'il faut savoir c'est que l'AFC, comme il fait l'autofocus tout le temps, enfin tout le temps, c'est pas un AFA, mais dès que vous appuyez sur le bouton de mise au point, il va faire l'autofocus. Et bien, dire oui, mettre l'illuminateur AF, bah, ça ne va rien faire du tout parce que ça marche juste en AFS, puisque comme c'est un blocage de mise au point, une fois qu'il a fait la mise au point, il arrête de s'allumer, donc vous n'avez pas la lumière dans la photo, ce qui aurait basiquement avec l'AFC, et donc il serait perturbé si il faut que la lumière s'éteigne au moment de faire la prise de vue. En fait, l'autofocus arrêterait d'être fait sur la bonne zone. Donc c'est pour ça qu'en AFC, on n'a jamais d'illuminateur AF, donc je le mets en auto, sinon je l'aurais enlevé puisque ça dérange souvent. Par exemple, si vous faites de la photo de modèle de nuit, ou avec un éclairage un peu bas, l'appareil photo peut choisir de l'éclairer, et ça fait pas plaisir souvent. Voilà. Donc verrouillage AF central. Alors j'avais expliqué un truc dans l'autre vidéo, c'est pas du tout ça. Verrouillage AF central, c'est notamment ce que je disais par rapport au spot flexible, c'est que ça va donner la prédominance au collimateur du milieu, donc ce que ça doit toujours faire sur un mode d'assistance, mais ça permet avec un seul mode d'en faire deux si vous choisissez. Donc par exemple si vous choisissez off, c'est dès que ça va rentrer dans la zone de détection du collimateur ou du collimateur multiple, ça va faire la mise au point. Donc le collimateur extérieur est aussi important que le collimateur central. Donc sur le spot flexible, ça va basiquement être le petit carré qui est au milieu par rapport à l'extérieur. Si vous mettez off, c'est dès que ça va rentrer dans le carré extérieur que ça va faire l'autofocus. Et si vous mettez verrouillage central on, ça va faire la prédominance sur le collimateur du milieu. Donc après on arrive dans réglage des yeux et du visage, donc inversé, visage et yeux. Donc je l'ai mis sur off parce que c'est ça qui est mal expliqué, c'est que chez Sony, c'est le seul fabricant à faire ça, c'est que vous pouvez choisir un bouton pour juste faire l'autofocus sur les yeux. L'intérêt c'est quoi? C'est que quand vous faites l'iPhone, par exemple vous prenez une voiture peut-être, mais si quelqu'un passe et qu'il détecte les yeux, il va prendre la personne. Et donc c'est pour ça que sur l'iPhone, je préfère ne pas avoir l'autofocus sur les yeux, donc c'est pour ça qu'il est sur off. Donc bien évidemment, vous pouvez le mettre sur on ou off. Donc c'est pour ça qu'il est sur off, c'est parce que j'ai un bouton spécialement dédié. Donc là, on a la détection de sujet.
Et là on a les humains ou les animaux, ou animal, parce que c'est la détection animale. Mais ça marche pas très bien puisque comme c'était un des premiers à faire ça, il fait un peu comme ce que fait le Z6, c'est de détecter les chiens et les chats, et notamment certains chats et certains chiens, pas tout, donc c'est pas le mode le plus efficace du monde. Vous serez plus satisfait de ce côté-là chez Panasonic, même si l'autofocus est en général moins bon, ou même les Sony plus récents que la 7 III. Donc là on a la sensibilité du... affichage du cadre de détection de visage on-off, donc c'est juste pour vous montrer lorsque vous avez l'écran que ça va montrer que ça détecte les visages, sinon ça ne montre que les yeux détectés. Voilà, c'est basique, mais c'est juste de l'affichage, donc ça n'altère pas les performances de l'appareil photo de ce côté-là. Donc sensibilité de suivi autofocus. Donc entre réactif et verrouillé, ce que ça va changer, c'est que moi j'aime bien le mettre sur verrouillé parce que j'aime bien que l'appareil photo, lorsqu'il fixe quelque chose, mais qu'il a peut-être un petit peu de problème à mettre au point, il va pas essayer de chercher autre chose à la place. Et c'est ce que fait le mode verrouillé. Par exemple, si vous avez un sujet que vous prenez, qui passe derrière un arbre, vous allez le retrouver normalement derrière s'il va assez vite. Ça va rester verrouillé sur le sujet plutôt que sur l'arbre. Si vous mettez réactif, il va changer sur l'arbre et il va revenir sur le sujet, si vous avez un peu compris comment ça se passe. Et donc vous avez du réactif au standard au verrouillé. Donc système AF. Alors j'avais parlé de ça dans la vidéo précédente, et c'est pas du tout ce que je pensais. C'est au final, et c'est ça qui est pour ça qu'il faut garder le manuel, hein, c'est que ça ne marche qu'avec des vieux objectifs. Moi je pensais que ça marchait avec des objectifs un peu meilleurs que par exemple le 50 1.8 que j'ai, mais pas du tout. Puisque là j'ai le 20 mm 1.8 dessus, et vous voyez que l'icône est quand même grisée. C'est quand vous adaptez des objectifs Sony A dessus, il y avait des anciennes options qui n'existaient pas, où le système autofocus change par rapport, ou à des options différentes par rapport au A7 III, à savoir qu'avant on pouvait détacher l'autofocus de phase et l'autofocus à détection de contraste, et même des fois l'autofocus à détection de contraste ne marchait pas, et donc c'est ce que doit régler le système AF. Donc ça ne marchera que si vous utilisez des optiques A dessus, bien les bacs d'adaptation LEA3, LEA4 et maintenant la LEA5 qui fait moins perdre, enfin même plus perdre de diaphragme par rapport à la LEA4. Donc on a AF par le déclencheur, donc c'est réglé par défaut sur ON, donc c'est le déclencheur qui détermine l'autofocus. J'ai choisi non parce que je ne fais pas ça, j'utilise l'iPhone tout le temps. Donc voilà l'option. On passe à AF3, donc la table 7 sur 14. Donc on a le pré-AF, donc le pré-AF c'est l'appareil photo qui va faire la mise au point un peu en avant de vous, donc dès que vous êtes dans le mode photo, il va tenter de faire la mise au point. Moi je trouve ça pas très intéressant, c'est peut-être intéressant si vous êtes par exemple en mode large, mais le gros problème avec ça c'est que ça va bien évidemment drainer votre batterie assez vite, donc il faut éviter de faire ça. Voilà, donc on a l'option iStart AF qui est encore une fois une option avec les objectifs monture A, donc les objectifs réflexe ou SLT, enfin réflexe, DSLR ou SLT bien évidemment, c'est ça que je voulais dire. Donc les anciens objectifs à la fois Minolta et Sony avant qu'ils passent au mirrorless. Et donc là, le iStart AF, c'est que lorsque vous avez un œil qui passe dans le champ, il va le détecter et faire l'autofocus tout de suite. Donc c'est un espèce de pré-AF spécialement pour les yeux, qui ne fera pas s'il n'y a pas les yeux, voilà, tout simplement. Mais ça ne fonctionne pas lorsque vous êtes sur ce système là, ce qui est... Alors du coup je ne sais pas si vous faites le pré-AF, ça va, si ça détecte les yeux et que vous avez mis la détection des yeux, à mon avis ça fait quand même tout de suite l'autofocus sur les yeux, donc c'est une option en plus. Ils auraient pu la mettre sur les Sony E, mais ils l'ont pas mis. Donc enregistrement de la zone AF, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Hop, j'ai toujours pas trouvé une utilité à ça. Mais si vous trouvez une utilité, je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous avez votre... J'ai du mal à m'habituer au fait d'avoir le pad et des options dessus.
Donc vous allez faire ça. Hop. La zone de mise au point a été enregistrée. Et dès que vous allez arriver ici, vous l'indiquez. Mais je ne sais pas comment on revient à cette zone de mise au point, puisque je croyais que lorsqu'on allait recentrer, il allait se recentrer là-dessus. Mais en fait, non. Donc voilà ce que ça fait, basiquement. Donc je vais mettre off. Donc si vous mettez suppression, vous supprimez ce que vous avez enregistré. Voilà. Et si vous mettez désactiver automatiquement la zone AF, ça veut dire que basiquement à chaque fois que vous rentrez dans le menu, je pense, ou même que vous éteignez l'appareil photo, ça va le remettre à 0, donc ça enlève l'intérêt de supprimer la zone AF. Alors, affichage de zone AF continue, donc si je fais ça, et que je fais l'AF continue, vous voyez, hop, ça affiche ce qui va être mis au point, donc les collimateurs en vert. La seule chose que fait affichage de zone AF en off, c'est que vous voyez toujours le collimateur, mais lorsque vous voyez l'autofocus se fait, on ne voit plus là où il fait la mise au point. Alors le seul intérêt que je vois à ça, c'est que c'est moins perturbant et que vous pouvez quand même voir plus facilement votre cible que si vous faisiez la mise au point, mais le désavantage c'est que comme le collimateur est grisé, dans certaines situations vous verrez moins bien ce que vous faites. Alors micro-réglage AF. Alors encore une fois, ça va être réservé aux optiques réflexes. Alors je comprends pas pourquoi ça le fait sur un mirrorless, puisque normalement l'autofocus étant sur le capteur, il n'y a plus ces problèmes là de décalage d'autofocus, parce que si vous ne saviez pas, l'autofocus d'un réflexe se fait sur un capteur séparé du capteur d'image, donc il peut y avoir un léger décalage suivant les optiques et l'alignement avec le miroir et tout ça, puisque ça passe sur le miroir secondaire en dessous, donc c'est un peu plus compliqué de faire un autofocus qui soit vraiment précis. Et donc même si je mets sur on, je ne vais pas pouvoir changer la quantité parce que c'est pas une optique réflexe, voilà, tout simplement. Mais c'est ici que vous pourrez le faire si vous avez des Sony A. Donc cette option, très peu de gens vont la comprendre. Si vous cherchez bien évidemment sur internet ou sûrement dans le manuel, puisque j'ai jamais eu le manuel avec l'appareil photo, vous allez trouver ce que ça fait. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas l'option qu'il y a sur les appareils photo plus récents. C'est ce que j'ai souvent râlé chez Fujifilm, c'est que lorsque vous êtes en AFC, il fait la mise au point à ouverture réelle, et après il va prendre la photo directement, puisque comment dire ça, en AFS, il va faire l'ouverture réelle, donc c'est très efficace et ça paraît beaucoup mieux que l'AFC, mais du coup il referme derrière, et donc il peut y avoir sur les objectifs un léger décalage, notamment parce que certains objectifs ça dépend beaucoup des marques, mais j'ai constaté que par exemple sur le 35-1.4 chez Fujifilm, quand l'iris se ferme, l'autofocus se décale légèrement, ce qui est un peu problématique. Et donc c'est pour ça que avoir l'AFC à ouverture réelle, c'est utile, sauf que dès que vous allez à F9, 11, voilà, et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, l'autofocus galère vachement. Et ce qui est censé faire standard, c'est légèrement modifier l'ouverture pour que ça aide l'appareil photo en zone sombre. Sauf que c'est lui qui va vous, c'est typiquement l'appareil photo qui va déterminer à quel moment c'est bien d'avoir une ouverture plus grande. Sur les nouveaux Sony, il y a priorité à la mise au point, et donc ça va faire l'autofocus à la pleine ouverture, comme sur les réflexes, et c'est en ça que les réflexes ont toujours un avantage de ce côté-là, je trouve, c'est qu'ils font toujours la mise au point à pleine ouverture, donc même EV-3 est beaucoup plus efficace que le V-3 de ce Sony A7 III. Priorité silencieuse, c'est basiquement, ils les appellent ça silencieuse parce que en fait, quand l'iris va se fermer et s'ouvrir pour pouvoir faire la mise au point, et ben, ça fait du bruit. Et donc là, il va rien changer du tout, donc il va rester à votre ouverture normale, ce qui abaisse les performances de l'autofocus bien évidemment, et c'est bien spécifié lorsque vous utilisez la vitesse de mise au point pourrait diminuer. Voilà. Donc basiquement, si vous prenez un A7R4 par exemple, vous mettez priorité à la mise au point, ça va être rapide, mais vous n'aurez peut-être pas la bonne preview de profondeur de champ. Par exemple le Z6 fait un peu la même chose, il s'arrête à F4, mais vous n'avez pas l'option de le mettre à ouverture réelle.
En standard, il va plus ou moins faire l'ouverture réelle, mais dès qu'il est dans des situations très sombres, il va ouvrir. Et silencieuse, ça va faire la mise au point à l'ouverture réelle, tout simplement. Et donc on a bien évidemment fini avec tout ce qui est autofocus. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour certaines choses? Donc, si on va regarder quand même ici, on va regarder les options autofocus qu'on va avoir en mode vidéo, qui sont bien évidemment séparées. Donc, comme vous le voyez, vous avez sûrement dû voir, dès que vous passez en 2, ça va aller sur les menus vidéo. Donc, si vous n'avez jamais... Donc en mode vidéo, l'autofocus marche de manière différente qu'en photo, puisqu'on n'a pas les mêmes enjeux. Et donc là on va avoir un système où la vitesse de l'autofocus peut être plus ou moins rapide. Donc je l'ai laissé en normal parce que j'ai pas encore vraiment testé la vidéo avec cet appareil photo là. Le Z6 reste mon appareil photo que j'adore utiliser en vidéo. Donc on verra ça bien évidemment quand je ferai des vidéos sur le Z6. Mais vous avez cette option de rendre tout, voilà, plus aller souvent en vidéo sur lent, parce que rapide, en fait le principe c'est qu'en vidéo, l'autofocus doit moins se voir, puisque vous prenez une vidéo, donc tout se voit, alors que sur la photo c'est un moment précis, donc vous pouvez vous permettre de faire l'autofocus rapidement, il n'y a pas de problème. Sensibilité de suivi, donc réactif bien évidemment, voilà, si on fait ça, ça va aussi augmenter la vitesse de l'autofocus, donc voilà, c'est pour ça qu'ils mettent standard ou réactif. Je pense que lorsque vous arrivez sur des Sony un peu plus récents comme le A6600 ou le A7R4 ou même le A7S3, il y a beaucoup plus d'options de ce côté-là. Donc, obturation vitesse lente automatique, donc je vois pas pourquoi je le mettrais sur off. Enregistrement audio, oui, on peut faire des clips sans enregistrement audio. Vous allez vous dire, ah, mais c'est très utile. Bah, pour moi, non, puisque comme vous pouvez tout le temps supprimer l'audio, si vous en avez besoin, c'est bien de toujours l'avoir. C'est comme par exemple dire que le mode de crop, c'est toujours très intéressant de l'avoir. Moi, je trouve pas, c'est mieux de cropper, par exemple, sur un gros capteur, une fois la photo prise, plutôt qu'avant, et de s'apercevoir qu'on n'a pas forcément le cadrage qu'on voulait. Donc pour moi, c'est une option, c'est toujours intéressant, mais c'est toujours mieux de toujours mettre l'enregistrement audio sur on. Donc niveau l'enregistrement audio, apparemment on ne peut pas le choisir parce que ça doit être avec des accessoires spéciaux. Donc affichage du niveau, donc ça vous l'affichez bien évidemment sur l'écran. Ce qui est toujours utile, notamment pour moi, qui, tu vois, par exemple, là je suis sur le Z6, et pour pas trop faire cracher le micro, et ben je surveille mes niveaux audio visuellement pour pas trop parler très fort, d'où ma voix un peu, enfin comment dire ça, avec pas beaucoup d'intensité, parce que j'essaye de faire en sorte que l'appareil photo fasse pas beaucoup de, comment dire ça, sature pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc c'est toujours bien d'avoir le niveau si vous enregistrez tout seul et que vous n'avez pas de casque sur vous, notamment lorsque vous faites du vlogging, bon, même si l'écran ne se retourne pas là-dessus. Donc je vais arrêter de parler de ça. Hop, et donc voilà, c'est basiquement tout ce que vous allez voir en autofocus en vidéo. Ce qui est un peu dommage, c'est que, comme vous le voyez, voilà, ça va participer au fait qu'on comprend pas trop les menus Sony, c'est que c'est décrit différemment, parce que là, si je vais ici, hop, on a AF, et là, comme on est en mode film, on n'a plus AF qui est affiché, ce qui est une aberration. Donc voilà. Donc je passe dans les menus. Voilà, donc ça va être assez important de quand même signaler quelque chose de ce côté-là. Hop, c'est qu'il va falloir que j'aille dans le menu personnalisé. Donc on va voir, donc il y a tout ce que vous pouvez faire avec les touches perso. Donc je vais aller ici, hop, et essayer d'aller, hop, dans l'AEL. Et comme vous voyez, j'ai une option spéciale dessus. Et donc, comme vous le voyez, vous avez des options AF. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que il y a marqué AF2, mais c'est pas le même AF2 que vous aurez dans
le menu normal parce que c'est justement un bouton qui est censé faire quelque chose de spécifique, et donc on va essayer de regarder toutes les options qu'on va avoir. Donc je vais commencer du début. Donc bien évidemment c'est organisé comme les menus normaux, donc pour que vous puissiez vous organiser mieux et plus facilement, même si on a beaucoup plus d'options dessus, enfin, à certains moments. Par exemple, il y a des choses comme tenir compte AF-MF. Donc ça, je l'ai mis là-dessus. En gros, ce que ça fait, c'est il y a deux options, comme vous le voyez. La première option, c'est que vous laissez enfoncer, ça change en manuel, mais si vous arrêtez d'appuyer dessus, ça va remettre en autofocus. Moi, j'ai toujours préféré ce mode-là, qui est d'ailleurs le mode que j'ai sur l'objectif, qui est présent dessus. C'est appuyer dessus, vous avez le manuel focus, vous appuyez, vous avez l'autofocus. Donc on a plein de choses comme ça, standard mise au point, zone de mise au point, réglage mise au point, donc tout ce qu'on avait dans les autres menus, mais il faut rester quand même un peu attentif parce qu'il y a, tu vois, maintien AF, enregistrement, puis relâcher zone AF, enregistrer. Il y a plein de choses comme ça, et le problème c'est que bien évidemment c'est des choses qu'il faut tester lorsque vous êtes sur l'appareil photo. Donc en fait, vous avez la possibilité de personnaliser plein de choses. Alors ce qui par exemple va être un peu embêtant, c'est que par exemple sur priorité visage et yeux, au lieu de juste changer la priorisation, ça va vous faire aller dans le menu. Donc c'est aussi un des problèmes de chez Sony, c'est qu'au lieu de juste des fois faire en sorte que vous ayez une option, ça va vous demander de quand même aller dans le menu. C'est juste un raccourci plutôt que de juste passer de l'un à l'autre. Donc là, bien évidemment, moi j'ai mis AF sur les yeux, et c'est comme ça que je m'en sors. C'est que c'est une option unique à Sony, et pour moi ça justifie rien qu'à ça le fait de pouvoir acheter un Sony. C'est que vous pouvez avoir l'iPhone sans vous préoccuper des yeux, et à côté, si vous avez par exemple un modèle, vous utilisez tout le temps ce mode là, et ça va tout le temps faire l'autofocus sur les yeux. Et du coup, moi mon AEL, je l'ai mis au centre. Et donc je m'en sors très très bien, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, comme par exemple sur la F, en appuyer et après en réappuyer dessus, pour que ça ne fasse plus la l'AEL. Et donc on a tout ce qui est détection de sujet, donc toutes les options, sensibilité de suivi. Donc voilà, si vous voulez comprendre, il faudra retourner dans l'autre menu, donc verrou AF, ça verrouille l'autofocus. Moi je trouve pas ça forcément très intéressant. En gros, c'est lorsque la détection se fait mal, enfin, j'ai jamais trouvé vraiment de situation, ça se trouve j'en trouverai hein, bien évidemment, mais j'ai jamais trouvé de situation où verrouiller l'AF en AFC par exemple est vraiment très utile. Et donc on a encore tous les modes qu'on a vus tout à l'heure, voilà. Avec bien évidemment quelques trucs en plus qu'on peut spécialement personnaliser sur les touches. Et donc voilà pour ce qui est de l'autofocus de la 7.3. Après, si vous voulez voir un peu comment personnaliser les choses, je suis allé dans le menu, mais bien évidemment je ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus, à savoir qu'il y a pratiquement tous les boutons qui peuvent être personnalisés. Bien évidemment, ceux qu'on personnalisera en premier, c'est les C1, C2, C3 et C4 qui sont au-dessus là et ici. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'autofocus de la 7.3, qui est, ma foi, très intéressant. Il y a des choses, bien évidemment, qui manquent par rapport à des appareils photo plus modernes, comme la plage AF, qui n'existe pas. Je suis même pas sûr qu'elle existe encore, enfin pour l'instant chez Sony. Donc voilà, c'est toutes les options que vous aurez sur le Sony. Bien évidemment, vous avez vu qu'on n'a pas de tracking intelligent, genre de détection, de forme ou de quoi que ce soit. Ce qui est un peu dommage, mais ça reste un appareil photo qui est d'ancienne génération, et c'est bien évidemment pour ça que j'ai fait ce tuto, c'est pour vous montrer les avantages et les inconvénients qu'il pouvait avoir par rapport à d'autres appareils photo que vous pourrez acheter, on va dire l'année qui va suivre quand cette vidéo. Je pense que la 7.4 est pas loin d'être réalisée, et donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto.